Quand on veut comprendre les mystères, les secrets, la substantifique moelle de sa propre famille, c'est souvent du côté des grands-parents qu'on doit se tourner. Et quand ils ont disparu, on reviendra vers eux par des récits, des réflexions de nos parents, et même en convoquant l'histoire. Dans Le Rendez-vous des Gobelins, le roman de Martine Gozlan, paru à la rentrée aux éditions Écriture, la narratrice dialogue directement avec le fantôme de sa grand-mère qui lui donne des clés pour sa propre vie. Martine Gozlan, bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous est venue cette idée de récit merveilleux, cette mise en scène merveilleuse, ce dispositif narratif? Alors, ça a jailli purement du quartier où je me suis retrouvée, oui, et des adresses dont j'ai suivi le cours. Et les images, les souvenirs de quelques phrases qui ont été prononcées au long de quelques phrases, très peu de phrases, oui, qui ont été prononcées au long de mon enfance, oui, se sont imposées. Et j'ai trouvé absolument vertigineux de faire dialoguer le présent d'une femme d'aujourd'hui, oui, plutôt émancipée, moderne, voilà, moderne, qui a choisi sa vie et qui a eu les conditions qui lui permettaient de choisir sa vie, et celui d'une femme d'avant-hier qui n'avait rien choisi du tout et qui avait été l'otage de la condition d'antan. Donc l'espace est commun et le temps est décalé. Et en fait, vous faites un saut dans le temps pour que ce personnage de la grand-mère rejoigne le personnage de la narratrice qui est sa petite fille. Voilà. Et donc ça se retrouve sur les adresses, il y a une ambiance merveilleuse. Et est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de la Bièvre et du rôle des fleuves justement dans le roman? Alors c'est très important, et oui, merci de chercher un petit peu à suivre cette rivière souterraine. Oui. Alors vous savez que dans le quartier, entre le 5e et le 13e, ce quartier d'ailleurs où nous nous trouvons, oui, il y avait une rivière souterraine qui a été recouverte à partir de 1912. Je ne savais pas, vous me l'avez appris. Alors nous sommes sur les bords d'une rivière enterrée, oui, qui a été le lieu, le fief d'un certain nombre d'artisans, notamment des tanneurs. Et parmi ces tanneurs, il y avait des juifs, beaucoup de juifs. Et j'ai trouvé que sur les bords de la Bièvre, se dressait aussi une sorte d'allégorie. Parce que nous sommes tous finalement, nous suivons tous le cours d'une rivière, oui, enterrée, avec nos vertiges, notre passé, nos fantômes que nous hésitons à faire ressurgir. Nous avons peur de ces fantômes. Alors, j'aimerais aussi savoir si dans les informations que vous donnez sur ce personnage de Raïzel, de Rose, qu'est-ce que vous savez, quelle est la part de ce que vous savez et quelle est la part de ce que vous avez inventé? Alors, toute la base, toute la structure, c'est-à-dire cette ancienne petite fille juive, russe, lituanienne, litvake, oui, d'une famille à la fois profondément traditionnelle et en même temps très rationaliste, elle a effectivement, le socle historique est exact. L'exil, la fuite, loin des pogroms à la fin du 19e siècle, et puis l'intégration à Paris, l'intégration plus ou moins réussie, et ensuite le mariage malheureux avec un juif qui venait des hauts plateaux algériens. Il y avait un socle quand même, il y avait une sorte de scène de théâtre sur laquelle j'ai disposé mes personnages, mais avec ce que peut faire la littérature. Bien sûr. C'est-à-dire en donnant, en mettant en scène ce que nous sommes nous-mêmes. C'est ça, le recréer, faire parler les morts pour qu'ils cessent d'être morts. Donc vous avez fait parler les morts et donc vous avez dû inventer. Et est-ce que cette invention, parce que souvent quand on invente, on découvre la vérité. Est-ce que quand vous avez inventé, est-ce que l'écriture vous a appris des choses que vous ignoriez? Ah oui, totalement. Totalement. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait la connaissance du grand-père de la narratrice. La narratrice, donc, ce grand-père qui a refusé, c'est le socle du récit juif, c'est-à-dire il a refusé de lui donner l'acte de divorce religieux, le guet. C'est ça. Et en ces années 25-30, c'était une catastrophe. C'était une malédiction. Bien sûr. Et j'ai donc... Peut-être que vous pouvez nous rappeler l'histoire de ce couple de grands-parents, qui est une histoire incroyable.
j'aurais jamais pensé que des juifs d'origine lituanienne aient pu rencontrer des juifs d'Algérie. Mais c'est un hasard, vous savez, voilà. c'est un hasard, c'est au carreau du temple où à la fois se mêlaient des juifs, des immigrés russes, et puis des commerçants, des revendeurs qui venaient d'Algérie. Les deux étaient tous deux pauvres, mais il y avait bien sûr un abîme qui les séparait. Et donc, se produit l'amour au carreau du temple. Lieu magique. Lieu magique, et où doivent se rencontrer, ou se rencontrent, ou se sont toujours rencontrés des gens qui ne devaient pas se rencontrer. Donc, cette juive russe qui attache beaucoup de prix à la tradition d'où elle est issue, et je peux peut-être le nommer, c'est-à-dire la tradition des juifs de Litvak, lituaniens, du Gaon de Vilna, l'excellence de Vilna, donc à la fois la primauté du Talmud sur la mystique, voilà, la vieille lutte entre le rationalisme talmudique et puis le chassidisme. Elle est imprégnée de cette culture. Et l'amour, ou peut-être un homme sur lequel se polarise son attente fiévreuse d'une autre chose, va la précipiter vers les hauts plateaux algériens. Il l'emmène en Algérie. Il l'emmène, il veut... Et puis pas n'importe où, en fait. Non. Pas du tout, c'est pas du tout une grande famille juive d'Algérie. C'est pas du tout ces familles qui étaient absolument intégrées, qui étaient extrêmement francisées. C'est une famille encore tout à fait arabisée. Et en ces années-là, il y a aussi dans certaines petites villes, dans certaines petites bourgades, une polygamie qui n'est pas rejetée par le rabbin, par les rabbins. Oui, ça vous le décrivez très bien. Et d'ailleurs, c'est vraiment une Algérie qui met mal à l'aise, une Algérie juive à laquelle on ne pense pas, vers Gardaya, là, vers... C'est pas à Gardaya. Alors lui, il parle, le grand-père, donc l'aïeul, Mardoché, le mari de Rose, parle le mozabite parce qu'il parle plusieurs langues. Il est très doué, il est très intelligent. C'est un fripier, extrêmement intelligent, extrêmement débrouillard, extrêmement séducteur. Et donc, il est très fier de sa belle juive russe aux yeux gris. Et en Algérie, cet amour tourne mal. Oui, en Algérie, elle devient malade en fait. Elle se sent pas bien. Oui, parce qu'il y a un fossé total. Et d'abord, elle porte une blessure. Et c'est en ça que, si vous voulez, c'est à la fois, bien sûr, c'est quelque chose d'universel. De même que la rivière qui chemine, c'est la rivière que nous suivons. Chacun de nous a peur de se retrouver au fond, entre les pierres du torrent. Eh bien, nous portons tous une sorte de malaise, de perte. Elle a perdu la petite maison de Kovno, elle a perdu sa Russie. Et quand elle est en Algérie, elle est en quelle année? On est en quelle année alors? On est dans les années 1900, 1908, 1909. Donc on est très 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 profond dans la colonisation. D'accord. Les Juifs, bien sûr, sont français depuis le décret Crémieux, mais les mœurs sont toujours dans ces petites villes, des hauts plateaux, extrêmement arabisées. Et elle va bien sûr avoir le besoin de revenir vers Paris, qui est une ville où chacun peut être lui-même aussi. Voilà. Et donc, en fait, elle retourne à Paris, mais avec lui, et finalement, elle perd son premier enfant. Finalement, il va y avoir une séparation. Oui. Et elle n'obtiendra jamais son guet. Non, parce qu'elle est divorcée et le divorce aura lieu à la mairie du 5e arrondissement, Bonnet-du-Fort. Elle sera donc divorcée. Et c'est là tout ce qui la sépare de la narratrice. Elle se reconnaît dans la loi juive, dans la halakha. Et si le guet n'a pas été donné, elle est toujours agouna, enchaînée. C'est-à-dire, et ces chaînes vont l'emprisonner, la sceller pour le reste de son existence. Et donc, la narratrice avait entendu son propre père dire que finalement, sa mère avait perdu un petit peu la joie de vivre. Oui, il y a quelque sorte une mélancolie qui était peut-être génétique, qui était peut-être héréditaire, et c'est ça le grand point d'interrogation, et qui a été aggravée par les péripéties de l'histoire collective, l'exil, les pogroms, et puis la perte du pays natal, et par l'histoire intime, c'est-à-dire le décalage
totale le mariage malheureux. Et donc cette neurasthénie, finalement, comment finit comment le personnage, qu'est-ce qui lui arrive après ça? Rose, Rose, l'ancienne petite Reisel, va avoir d'abord, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est très pauvre, elle va travailler dans une usine d'armement. Je me suis beaucoup documentée sur la question du travail des femmes dans les usines d'armement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle va beaucoup, c'est un petit peu vraiment une figure de la condition féminine et de la condition féminine juive, pauvre dans ces années-là. Et au fur et à mesure que passe le temps, elle va bien sûr être de plus en plus accablée par la neurasthénie. Et alors il faut aussi, je précise, et vous l'avez lu, Nathalie, donc vous le savez, c'est un conte fantastique. Bien sûr. C'est-à-dire que lorsqu'elle entraîne le fantôme, va entraîner la narratrice tout au fond de ce fleuve enterré, qui est en fait une sorte de rivière, elle va révéler à sa petite fille quel fut son destin, c'est-à-dire le destin d'une femme enfermée, non seulement d'abord enfermée par son ex-époux, enfermée par la compréhension maladroite de la loi juive, de la halacha, parce qu'il y a beaucoup de rabbins qui veulent donner le guet, mais bon, manifestement, elle était tombée sur des sourds et sur qui n'écoutaient pas la parole des femmes. Et ensuite, elle va se retrouver effectivement psychiatrisée. Et la seule délivrance, ce sera la seule délivrance, c'est celle de l'amour. Et il y a un personnage qui intervient. Voilà, il y a un personnage très important. Donc, effectivement, on est dans une fable fantastique. Et à la fin, finalement, vous délivrez, vous, auteur, délivrez votre personnage parce qu'elle va enfin pouvoir partir avec quelqu'un qui lui correspond et qui est, et ça, effectivement, elle part avec Chagall, en fait. Oui, qui est Marc Chagall. Pourquoi ? Parce que un Shabbat de la rue de la Clé, où vivait ce foyer d'artisans tanneurs, ses parents, Yankel, Mirko, ainsi que Rose. Un jour, Marc Chagall, donc Chagalovitch, qui était extrêmement pauvre, on lui avait dit que c'était le meilleur bortsch de Paris, il a été invité et il est tombé amoureux de cette réincarnation de Bella Rosenfeld. Alors, bien sûr, d'abord, j'ai une adoration pour Marc Chagall. Alors d'abord, effectivement, il y a une opposition entre ces deux femmes, la narratrice et puis sa grand-mère emprisonnée. Il y a la journaliste très libre et puis ce personnage emprisonné. Et on a l'impression que la journaliste est peut-être devenue ce qu'elle est devenue par opposition à sa grand-mère. Je me demande. Elle n'a pas su ce qu'était le destin de sa grand-mère. Oui, enfin. C'est l'époque aussi. Mais elle a toujours été un peu hantée par ce passé. Mais elle a suivi le fleuve de la liberté, dans laquelle finalement, nous sommes, nous roulons toutes. Quand on a la chance de pouvoir... Quand on a la chance, je veux dire, quand on a la chance. Mais il me semble qu'il y a eu quand même une réactivité. On le voit dans le dialogue, puisqu'à un moment donné, le fantôme lui dit mais toi, tu as la chance, tu aimes deux hommes. Tu aimes ton rédacteur en chef et tu aimes ton mari. Et toi, de toute façon, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Donc, il y a vraiment un dialogue entre ce personnage. Absolument, parce que c'est la liberté de l'amour, la liberté de ne plus censurer ses amours, la liberté de ne plus censurer ses affections. Et c'est quelque chose à l'heure où on dit que notre époque, finalement, c'était mieux avant. Non, pas du tout. C'est ce qui se dégage. Alors, dernière remarque quand même qui m'a fascinée, c'est parce que, vous appelez Martine Gozlan, c'est un nom algérien. Et en fait, il y a vraiment une opposition, l'opposition du monde lituanien, du monde rationaliste, et de cette Algérie âpre. Et pourtant, donc ces civilisations s'affrontent, mais vous êtes spécialiste de l'Algérie. Oui. Donc il y a quelque chose de paradoxal, non Non, parce que j'ai toujours aimé l'Algérie, j'ai couvert l'Algérie pendant les années 200. Je raconte ça, d'ailleurs en 1990, puisque mon directeur de la rédaction m'envoie en Algérie après ces années-là, et la narratrice se retrouve dans la ville natale de son grand-père. Mais j'aime profondément l'Algérie. Et si vous voulez, à un certain moment, l'aïeul, elle lui demande de se définir. Qu'est-ce que c'est ? Qui es-tu ? Et il dit, je suis français,
parce qu'il parle français. Regarde, je porte un sarouel sur mon costume, un costume du temps de la France, comme on le dit, les porcelaines. Je suis algérien, je suis arabe, je suis juif en secret, parce qu'on est toujours juif en secret, et je suis berbère, comme tout le monde. Et on veut me tisser une seule histoire, un seul manteau, mais j'ai toutes les couleurs. Tout s'imbrique. En tout cas, à lire ce beau récit, voyage à travers les souffrances et les rêves d'une femme qui retrouve son nom et son histoire, car comme le dit la narratrice de votre livre, personne ne peut être effacé. Merci Martine. Merci.